Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode. On va parler de l'un de mes sujets préférés, la télé-réalité. Mais en particulier, j'aime bien les télé-réalités qui parlent de couple et de dating. J'en ai pas regardé tant que ça, mais Love is Blind, c'est celle que j'ai jamais loupée. Et aujourd'hui, je vais parler de la saison 1 de Love is Blind Royaume-Uni parce que je trouvais qu'elle était vraiment bien et super intéressante. Je vais vous parler un petit peu au global de ce que je pense de la franchise, mais en tout cas, cette saison-là était vraiment cool. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une petite analyse des différents couples, des différentes dynamiques relationnelles que j'ai observées. Et l'idée, c'est que ce soit un moment un peu de entertainment, de divertissement, un peu fun. Et en même temps, voir qu'est-ce que cette émission nous apprend sur les relations, qu'est-ce qu'on peut en tirer personnellement dans nos dynamiques à nous. So let's go! Alors tout d'abord, qu'est-ce que Love is Blind? Si vous ne connaissez pas, Love is Blind, c'est littéralement la traduction, c'est L'amour est aveugle. C'est une télé-réalité qui a été créée par Netflix et la première saison, c'est en 2020. Je me rappelle très bien parce que j'étais en voyage et j'ai loupé aucun épisode, j'avais trop hâte. Et cette première saison, c'est sincèrement l'une des meilleures qui a eu lieu. Il y a un couple emblématique de cette saison qui s'appelle, c'est Lauren et Cameron. Et ils sont adorables. Et vraiment, à partir de là, tout le monde s'est dit, waouh, c'est une trop bonne émission, ça va être trop bien et tout. Sauf que toutes les saisons qui ont suivi, c'était catastrophique. Il y en a eu 6 versions US en tout, 6 aux États-Unis, et plus terribles les unes que les autres, sauf la dernière, la 6, qui était plutôt ok. Mais vraiment, drama sur drama sur drama. Et j'avoue qu'on avait un peu perdu le côté émotionnel et mignon et tout. Surtout que, ce que beaucoup des fans ont remarqué, c'est qu'ils prenaient des gens très jeunes, des gens qui ont 25 ans, 26 ans. Donc tu te demandes pourquoi ils vont dans une émission pour se marier alors qu'ils pourraient juste sortir avec des gens pour l'instant. C'est une franchise qui a commencé en 2020. Il y a eu 6 saisons aux États-Unis. Ils ont ouvert ça à la Suède, ils ont ouvert ça au Brésil. Là, il y a une saison mexicaine qui est sortie. Et là, c'est la saison au Royaume-Uni. Ça fonctionne super bien, même si c'est un peu trash parfois. Les gens regardent, moi j'ai tout regardé, je regardais avec mon chéri. Là, il a pas regardé celle-là parce que ça l'a saoulé, mais franchement, je pense qu'il aurait bien aimé puisqu'il a regardé toutes les autres avec moi. C'est quoi le concept de Love is Blind? Le concept est intéressant. En fait, l'idée, c'est que vous êtes 15 hommes, enfin, c'est que hétérosexuel pour l'instant. J'ai hâte d'avoir un Love is Blind gay ou queer, ça serait pas mal. Vous avez 15 hommes, 15 femmes hétéros et qui se retrouvent dans un endroit qu'ils appellent les pods. Pour le coup, je crois qu'en fonction de... Ça dépend où c'est, mais là, pour Love is Blind au Royaume-Uni, c'est en Suède, je crois. Et c'est là où ils filment. Et en gros, les hommes et les femmes ne se voient pas. Et ils ont tous des rendez-vous les uns avec les autres. Donc d'abord, vous allez avoir les 2, 3 premiers jours, toutes les femmes ont des rendez-vous avec tous les hommes. Ils datent, et c'est des dates très rapides, 7-10 minutes pour juste connaître les gens. Et au fur et à mesure que ça avance, tu décides de te focaliser sur 3 personnes, et après des fois 2, et après tu choisis une. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à se connaître sans se voir. Et donc, de mettre de côté toute la partie physique, potentiellement qu'on pourrait considérer comme superficielle, et voir si fondamentalement, émotionnellement, dans nos valeurs, dans ce qu'on partage ensemble, euh, voilà, on est compatible. Et le truc, c'est que tu vois pas la personne, donc t'as pas son body language, tu sais pas si la personne elle est attractive pour toi et tout, t'as pas tout ça. Mais en tout cas,
tu vas sous la surface. Et ce qui est intéressant quand ça se passe plutôt bien, c'est qu'on a des conversations qui sont assez profondes, vu que bah, tu vois pas la personne, tu vas poser des questions du coup sur son enfance, sur voilà, qu'est-ce qu'elle recherche dans une relation. Tu mets de côté le côté sexuel aussi, quoique des fois il est un peu présent quand même. Et tu mets tout ce côté-là et tu vas vraiment sur est-ce qu'on peut construire une vie ensemble? Après, pour être honnête, ça dépend parce qu'il y en a, dès les premiers épisodes, ils essaient de jauger un peu comment est la personne. Parce que l'idée, c'est que t'es pas censé t'appuyer sur le physique pour avoir un avis sur la personne. Mais en même temps, quelque part, tu envie de savoir, tu vois. Et donc, ils vont se demander est-ce que tu vas à la gym, est-ce que tu fais du sport, nanana. Puis il y a des mecs qui sont beaucoup moins subtils qui te disent ah, est-ce que je pourrais te porter quand je te vois? Et c'est un peu nul, quoi, parce que c'est pas l'idée, mais quand même, ils essaient de jauger un peu. Mais en tout cas, l'idée derrière, c'est que on se choisit sans se voir. Mais le gros twist, c'est que une fois que tu as passé ça, donc c'est à peu près 10 jours dans les pods à discuter sans se voir, si tu choisis ta personne, tu dois demander en mariage. En gros, tu demandes en mariage, c'est la prochaine étape. Et quand tu as demandé en mariage sans voir la personne, vous avez un grand moment où vous vous révélez, donc on voit qui c'est la personne physiquement, et là tu vois quelle est la réaction, est-ce qu'ils se plaisent, est-ce qu'ils se plaisent pas. Et le truc qui est assez marrant, c'est que les réactions sont excellentes. Et tu vois direct en fait, franchement, c'est Love is Blind, mais vraiment, quasiment sur tout ce que j'ai vu, quand les couples se plaisent pas au début, ça fonctionne pas. C'est même pas la peine. Enfin, genre, franchement, il y en a aucun qui a réussi à dépasser le physique s'il se plaisait pas au début. Je vous spoil pas, c'est toujours pareil. Et donc, ils disent Love is blind, mais bon, Love is blind et c'est mieux si on est beau gosse. La vérité, c'est qu'ils choisissent que des gens qui sont généralement plutôt beaux, plutôt attirants. Donc, t'as pas de chance vraiment de tomber sur quelqu'un qui genre est complètement à l'opposé de ce que tu aurais aimé. Mais quand même, les gens ont des types, les gens ont des styles de personnes. T'as des personnes qui sont grandes, t'as des personnes qui sont plutôt petites, t'as des personnes qui sont minces, t'as des personnes qui sont plutôt corpuleuses. Enfin, tu vas avoir différentes body types, différentes façons d'être, tu vas avoir des styles différents, tu vas avoir des personnes qui sont très propres sur elles, très en mode voilà, très bien mises, t'as des personnes qui sont un peu plus sportives, etc. Donc t'as quand même une diversité de personnes, mais généralement, c'est des gens qui sont plutôt beaux, moi je dirais, hein. Voilà, tu cours le risque quand même de tomber sur des gens qui ne te plaisent pas, mais ils font le casting de façon à ce que il y ait quand même des chances que la personne te plaise, quoi. Ensuite, une fois que vous vous êtes demandé en mariage, vous vous voyez pas, puis après il y a la grande révélation. Souvent, ils redemandent en mariage. Voilà, on dit oui, tout ça. Et après, ils partent dans un endroit, ils appellent ça the honeymoon, la lune de miel, où ils apprennent à se connaître et se voir physiquement. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a toujours ce moment où, bah, déjà, ils se voient physiquement. Donc, est-ce qu'ils vont être intimes, pas intimes? C'est toute une question, tout le monde veut savoir, nanana. Et aussi, ils vont voir les autres. Parce que rappelez-vous, les femmes n'ont jamais vu les hommes n'ont jamais vu les femmes. Là, ils ont vu une personne chacun. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que ils vont avoir ce qu'on appelle des mixes. Je le regarde en anglais, donc c'est pour ça que j'utilise des termes anglais. Je n'ai aucune idée de comment c'est traduit. Alors là, je sais pas. Mais ils ont des mixeuses. C'est un peu comme si ben, on fait une soirée et il y a tout le monde. Et il y a toujours du drama. C'est fait exprès. Les producteurs adorent. Et donc, il y a toujours du drama parce que forcément, t'es un mec, t'as parlé à toutes les meufs, t'es une meuf, t'as parlé à tous les mecs, et très souvent, il y a quelques triangles amoureux. Ils adorent les triangles amoureux, avec qui il va finir, nanana. Et donc, du coup, comme il y a des triangles amoureux, bah, t'as envie de savoir comment, bah, par exemple, j'ai choisi la personne A, et là, pour la première fois, je vais voir la personne B, est-ce que je vais me dire, oh my god, je regrette ou pas? Voilà, donc là, je vous ai expliqué, si jamais vous voyez pas, vous avez pas vu Love is Blind. Euh, Comme ça, vous savez le concept. Et après, une fois qu'ils ont été en lune de miel, ils vont vivre ensemble quelques jours ou quelques semaines. Ils vont en général, ils vont tous dans un appart dans le même immeuble et ils vont apprendre à vivre au quotidien. Souvent, il y en a qui retournent travailler parce qu'il y en a qui prennent des vacances pendant tout le truc, mais il y en a qui travaillent. Ils vont voir la famille les uns des autres. Ça aussi, c'est toujours un gros moment parce que tu viens raconter à ta famille, ouais, j'ai rencontré cette personne avant hier et on va se marier dans 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, ben, ils se marient, s'ils veulent. Et s'ils veulent pas, ils disent non à l'hôtel. Alors, t'es pas obligé d'aller à l'hôtel si tu sais déjà que tu vas pas te marier avec la personne. Mais très souvent, la plupart du temps, il y en a qui décident sur le moment, en fait, s'ils vont dire oui ou non parce qu'ils ont des doutes. Il y en a, ils sont sûrs, il y en a qui décident. Et il y en a, quand ça vraiment, ça va pas, ils cassent avant. Mais très souvent, quand tu as déjà quitté la lune de miel,
En général, tu vas jusqu'à l'hôtel et voilà, voilà. Voilà, vous avez tout le truc. C'est très drama, j'adore et c'est aussi très mignon. C'est pour ça que je regarde parce que les trucs que drama, ça m'intéresse pas, ça me fatigue. Je me dis: «Mais ces gens-là, ils ont 0, intelligence émotionnelle, c'est même pas drôle». Mais par contre, je trouve que Netflix est pas mal en termes d'émissions, sur le couple. Il y a Perfect Match que j'ai regardé, ça va, c'est assez superficiel et il y a Too Hot to Handle, c'est, quelque chose haute tension. Je sais pas ce que c'est. Comment ça s'appelle? Attendez, je vais regarder. Séduction haute tension. Ça, c'est des gens qui croient qu'ils viennent sur une île avec des célibataires juste pour faire la fête et faire du sexe torride, peut-être à plusieurs. Et on leur apprend qu'en fait, ils sont interdits de se toucher. Et j'aime trop parce que ça les force à avoir des connexions qui sont un peu plus profondes. Mais pour être honnête, ils se touchent quand même. Et en fait, c'est trop marrant. Mais bon, celle que je regarde tout le temps, c'est Love is Blind. Et voilà. Donc là, c'est la saison 1 pour le Royaume-Uni. C'est une différente franchise des États-Unis. C'est pas exactement les mêmes producteurs. Et là, ce que j'ai kiffé, la première chose que j'ai kiffé, c'est que clairement, le niveau de maturité des gens, il est au-dessus, quoi. On a des gens déjà plus âgés qui ont la plupart entre 30 et 38 ans, ce qui n'est pas le cas euh, pour, euh, pour les autres franchises où c'est des gens hyper jeunes. Genre, j'ai vu des gens à 23 ans, 24 ans, je me suis dit, mais pourquoi t'es là? Va faire la fête avec tes copains, va à Cancun, je sais pas. Et en fait, t'as des gens de 30 ans à 38 ans, et c'est logique. Tu vois, tu as déjà cherché l'amour, tu veux te poser, bon, bah, tu fais une émission télé-réalité, pourquoi pas. Mais il y en a beaucoup qui font ça aussi pour la fame, le clout, le fait d'être connu, parce qu'après, ton compte Instagram, il explose. Donc, il y a un peu de ça, mais ça, on les repère assez vite, en fait. On les repère assez rapidement, ils sont pas très bien vus. Mais en tout cas, la saison au Royaume-Uni, moi, j'ai bien aimé. En fait, j'étais super surprise, j'étais là, mais tiens, ces gens-là savent tenir une conversation, ces gens-là savent gérer des conflits, ces gens-là ont une intelligence émotionnelle, mais je suis choquée. J'étais là, waouh, parce que vu le drama des autres saisons, je me disais, ah ouais, quand même. Ah oui, c'est pas mal, donc je vous conseille vraiment celle-là. Et ce que je vais faire dans cet épisode, qui est le premier épisode où je commente une télé-réalité, en fait, je me dis que c'est vraiment mon dada. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. En fait, j'ai un canal sur Instagram où je raconte ce qui me passe par la tête. Et j'ai tout commenté. Et j'ai commenté Bridgerton aussi, la saison qui est sortie avant. Et je me dis, ça, c'est vraiment une phase de moi qui est très réelle. Enfin, je fais mon métier parce que, comme je dis dans l'intro du podcast, ici, on parle de sexe, mais pas comme à la télé. Et c'est vraiment, j'adore la télé, mais pas la télé spécifiquement. J'adore Netflix et Amazon Prime et Disney+. J'aime bien le streaming et donc j'aime bien regarder des comédies romantiques et certaines télé-réalités. Et je me suis dit que c'était choquant que j'ai jamais rien fait sur le sujet. Donc je suis très heureuse de faire enfin mon premier épisode d'analyse. Et je crois que ça ouvre la porte pour plusieurs parce que c'était trop intéressant. Du coup, après ma longue intro, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre couple par couple, avec mon regard un peu de coach en sexualité, mais c'est plutôt la partie trauma qui va parler. J'ai essayé de vous dire ce que je vois des dynamiques relationnelles qui sont là et de s'il y a de l'espoir ou pas. Et voir ce que vous pouvez en tirer aussi comme enseignement pour avoir des belles relations, parce que c'est pour ça qu'on est là. Aussi, j'ai juste envie de vous dire que je vais vous spoiler un peu, c'est-à-dire que si vous n'avez pas regardé du tout le début, bah, vous allez savoir qui finit en couple, mais je vous spoile pas la fin. Je vous dis pas qu'ils vont finir par se marier ou pas, parce qu'en fait, je vous dis pour qui j'ai de l'espoir. Bon, je sais qui finit par se marier ou pas, mais je vous dis pour qui j'ai de l'espoir et pour qui je veux vraiment pas qu'il se marie et pour qui j'ai pas d'espoir. Mais vous avez quand même l'opportunité de regarder et d'être surpris si vous avez regardé les 4 premiers épisodes. Voilà. Si vous n'avez pas regardé les 4 premiers épisodes, c'est mieux quand même d'aller les regarder parce que c'est les épisodes que dans les pods avant qu'ils aillent en lune de miel. Et comme ça, au moins, vous avez la base de savoir de qui je parle et vous comprendrez un peu mieux l'intérêt de ce que je fais là. Ok, donc je vais faire couple par couple et vous dire un peu comment j'ai perçu le truc, qu'est-ce que je sens qui est super cool pour eux, qu'est-ce que je sens qui est oh my god, drama, voilà, je vais juste vous dire, comme si je parlais à des copines, sachant que, ok, il y a plusieurs choses à savoir. C'est de la télé-réalité, c'est pas la réalité. C'est-à-dire que c'est très édité. On ne montre que ce qui fait du drama. Et au stade où j'enregistre, j'ai pas vu la réunion parce qu'elle sort dans quelques heures. Et je préférais faire mon podcast avant d'avoir le recul des gens. Je voulais vraiment le faire en mode à chaud par rapport à ce que j'ai regardé. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramènent les gens. Parce qu'en fait, Love is Blind s'est enregistré 1 an avant que ça sorte.
Et donc, ça veut dire qu'entre quand ils ont enregistré et maintenant, il s'est passé 1 an. Et à la réunion, qui sort 3-4 jours après le dernier épisode, ils vous disent voici ce qui s'est passé. Entre ce temps-là, est-ce qu'on a divorcé? Est-ce qu'on est resté marié? Est-ce qu'on est sorti avec d'autres gens? Est-ce qu'en fait, nana. Et donc, j'avais pas envie de regarder ça et que ça modifie mon jugement, donc j'ai pas encore regardé ça. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire, j'espère ne pas vous spoiler trop loin. Et c'est de la télé-réalité, c'est édité, c'est coupé. Les producteurs manipulent, clairement, pour avoir vu plein d'interviews de personnes qui sont allées là. Parce que oui, je regarde les interviews des gens qui ont été dans la télé-réalité parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le drama derrière le drama? Comme je vous disais, je suis pas fan que de drama. Il faut que ce soit du drama avec beaucoup de mignons parce que sinon ça m'ennuie. Mais j'aime bien savoir c'est quoi la réalité des interactions. Et en fait, il y a des choses qui sont importantes. C'est que c'est très édité. Les producteurs manipulent, c'est-à-dire qu'ils plantent des idées chez les gens. Ils disent va parler à telle personne. Ah, est-ce que tu trouves telle personne jolie? Surtout après les pods. Ils disent pose telle question, etc. Et aussi, une fois que les gens sont vrais, il y a beaucoup d'alcool. Ça, c'est un truc que j'avais vu et ça a été beaucoup critiqué. Ils boivent beaucoup d'alcool, ils ne mangent pas beaucoup. Pourquoi? Bah parce que l'alcool fait qu'il y a une meilleure télé-réalité. Donc il faut vous dire tout ça quand vous regardez. Après, bien sûr, quand vous regardez, vous pensez pas à tout ça. Vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est trop intéressant, c'est trop mignon, c'est machin et tout. Mais par rapport à ce que je dis, euh, je suis quand même en train de commenter un truc qui n'est pas 100% la réalité. Parce que c'est aussi très édité, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout le contexte de toutes les interactions. On ne sait pas tout ce qui s'est passé hors caméra. On ne sait pas tout ce qui s'est passé même et qui a été filmé parce que c'est des épisodes d'1 heure et quelques, et il y en a 12. Ça fait 12 heures sur un mois, c'est pas beaucoup, hein. Et pour avoir été filmé un moment et participer à une émission, on peut vous filmer toute une journée, sortir 3 minutes, et les 3 minutes changent tout à fait la narrative. Donc tout ça pour dire que quand même, on a quand même le filtre de la télé, quoi. Donc on est en train de commenter un truc, mais c'est pour le fun, ok? Donc tranquille, tranquille. Et je serais trop contente que vous m'écriviez sur Instagram pour me dire si vous trouvez cet épisode intéressant, parce que si vous le trouvez intéressant, je vais en faire d'autres, parce que moi, je repasse mon temps à regarder Netflix. Quand ma fille, j'arrive à la coucher, que j'ai 1 heure devant moi, j'essaie de catch up. Là, je suis en train d'aussi regarder Emily in Paris en parallèle. Voilà, donc vous me dites sur Insta si vous avez bien aimé. Et c'est parti, on va y aller avec le premier couple. Notre premier couple, c'est Sabrina et Steven. Je kiffe Sabrina parce qu'elle est irlandaise et putain son accent, oh my god. Et eux, ils sont trop mignons. Ils sont juste vraiment trop mignons. Ils se ressemblent. Je sais pas, on a cette phrase qu'on dit en Guadeloupe que quand des gens vont bien ensemble, ils se ressemblent. Et eux, ils ont ce truc de, on dirait que genre on les a pris et on a dit vous deux ensemble. C'est, il y a une espèce de fluidité entre eux, je kiffe. Ils sont vraiment adorables. C'est vraiment un couple chouchou, quoi. T'as envie que ça réussisse entre eux. Ils ont la même vibe. Ils sont très compréhensifs l'un envers l'autre. Ils ont une conversation nickel. Voilà, c'est bien, quoi. C'est vraiment bien. Et ça se voit que c'est deux personnes qui se sont cherchées, qui se sont trouvées. Il y a un seul point qui pourrait causer tension, c'est que lui, il veut être papa. Il le dit dès le début, je veux être papa. Et elle dit, elle, elle pourrait avoir des enfants comme elle pourrait ne pas en avoir. En fait, elle dit littéralement, je pourrais ne pas en avoir. Et elle explique qu'elle a 35 ans, que si elle se voyait avoir des enfants, ce serait dans 3 ans. Donc elle voudrait passer du temps avec son mari d'abord. Et qu'elle aurait 38 ans, donc possible qu'il y ait des soucis de fertilité, possible qu'ils doivent prendre un surrogate, c'est-à-dire une mère porteuse, possible qu'ils doivent adopter. Et lui répond, bah ok, ça me va. Et en fait, ça, je ne sais pas à quel point ils ont eu cette conversation par ailleurs, mais je me suis dit, ça, c'est une conversation, je ne suis pas sûre qu'on soit arrivé à résolution juste avec ça, parce que entre quelqu'un qui te dit, je veux absolument être papa, et quelqu'un qui te dit, je pourrais ne pas avoir d'enfant, il y a un énorme gap en fait. Ça peut être un fossé. Parce que ça veut littéralement dire que c'est possible qu'elle en veuille vraiment pas, quoi. Qu'un matin, elle se réveille et qu'elle dise non, c'est pas pour moi. Là, elle dit pas Elle dit pas catégoriquement j'en veux pas. Elle dit je pourrais ne pas en avoir. Je sais pas. Moi, je me suis dit ça, c'est pas évident. Mais après, c'est deux personnes qui ont une conversation tellement claire, tellement. Voilà, je sais pas, ils arrivent à soulever les points et tout que j'ai l'impression ils vont trouver une solution, qu'ils vont trouver un chemin qui n'a pas été montré, et j'ai assez d'espoir pour eux. Là où j'ai
un autre red flag, c'est qu'ils ont pas eu de conflit. Ils ont pas de conflit. Genre, jamais. Et donc, on ne voit pas comment ils gèrent les conflits. On voit qu'ils discutent très bien, qu'ils s'expriment très bien, mais on ne voit pas comment ils gèrent les conflits. Et je sais pas, pour moi, le meilleur test dans une relation, c'est la gestion de conflits. Parce que il va toujours y avoir des conflits dans la vie. Donc, est-ce qu'on arrive à les gérer avec grâce et en gardant la compassion et l'écoute qu'on a pour la personne, ou est-ce que ça part complètement en freestyle? Voilà. Mais sinon, eux, je kiffe, ils sont adorables, j'ai plein d'espoir. À un moment, ils vont en Irlande. Putain, c'est trop beau. Franchement, je regardais des trucs sur l'Irlande récemment. En fait, je lis plein de comédies romantiques qui se passent en Irlande. Vous savez, c'est les Highlands. Non, ça, c'est l'Écosse. Bref. Mais en tout cas, en Écosse et en Irlande, il y a plein d'histoires que je lis qui se passent là-bas. Et donc, du coup, je sais pas, j'ai une espèce d'attirance. Parce que moi, j'aime bien toute cette zone. J'ai habité à Londres et tout. Mais je sais pas, j'ai une espèce d'attirance et je sais pas, j'ai kiffé. Donc, voilà. En tout cas, eux, ils sont mignons et il n'y a pas grand-chose à dire sur eux. Good luck, c'est tout ce que je dis. Ils ont un super bon entourage aussi, très honnête et très aimant. Voilà. Bonne chance à eux, je pense que ça va rouler. J'espère pour eux en tout cas. Ensuite, on a Jasmine et Freddy. Jasmine et Freddy, je les ai kiffés. Trop mignons ensemble. En fait, c'est des gens, c'est pas comme Sabrina et Steven. Tu te dirais pas, eux, on les a mis ensemble, tu vois. Mais en même temps, oui, en même temps, ces gens, ils sont trop bien accordés. On dirait qu'il a été fait pour elle et qu'elle a été faite pour lui. Je sais pas, c'est trop mignon. En fait, c'est pour ça que je lui dis, j'ai bien aimé cette saison. C'est la première fois que j'aime autant de couples dans Love is Blind. C'est ouf. Dans la saison 1, qui est la saison emblématique avec Lauren et Cabron, j'ai aimé que eux. Et là, franchement, il y a au moins trois quatre couples où je me dis, ouais, franchement, j'espère que ça va fonctionner pour eux. Et Bobby et Jasmine en font partie. Je sais pas si tout à l'heure j'ai dit Freddy et Jasmine, mais c'est Bobby et Jasmine. Ce que j'ai bien aimé chez eux, leur conversation, ils sont... En fait, c'est tous les deux des gens hyper posés, genre vraiment hyper articulés dans leur façon de parler aussi, très clairs. Bobby, c'est un gars, tu vois, le gars, c'est un gars posé, sûr, il sait ce qu'il veut, il est tranquille, et en même temps, il est fun, il fait de la musique, c'est un gars cool. Et elle, Jasmine, elle est très psychologue. Et en effet, c'est une infirmière dans la santé mentale. Je sais pas ce que ça représente en Angleterre, mais ça se voit en fait. Et il y a j'allais dire des personnages, un des participants qui s'appelle Sam, j'en parlerai tout à l'heure. Elle a cerné le gars direct. Elle a cerné direct. Et en fait, elle était très bonne à cerner les gens. Elle posait d'excellentes questions. Et j'ai dit ça à mon chéri. J'ai dit, chéri, t'as vu les questions qu'elle pose? C'est pas trop excellent. Elle posait des bonnes questions. Elle allait toujours sous la surface. Elle avait une façon de parler qui était toujours très articulée. Sauf une fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais sinon, ouais, super cool. Et j'ai bien aimé que c'est une personne qui dit qu'elle a des insécurités. Ses relations passées se sont pas forcément bien passées. Voilà, donc elle a besoin d'être rassurée. Cependant, elle a des insécurités et elle dit j'ai des insécurités, mais elle va exprimer un besoin plutôt que d'agir en réaction à ses insécurités. C'est-à-dire que c'est trop intéressant parce que vous allez voir tout à l'heure, j'ai parlé de Catherine, c'est l'opposé, retenez bien son nom. Jasmine, à un moment, elle parle à Bobby et elle lui dit moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder le téléphone des gens, de mes ex, à regarder qui c'est qu'il aime, enfin, quelle photo il like sur Instagram, qui c'est qui suit Nana. Et j'ai pas envie de revivre ça parce que ça me met beaucoup d'insécurité. Et, euh, et en fait, elle dit juste ça. Et elle dit, j'aurais besoin que ce soit pas comme ça, en fait. Et lui, il répond, et je vous laisse regarder parce que c'est trop mignon sa réponse. Et en fait, j'ai bien aimé parce que elle reconnaît qu'elle a de l'insécurité et elle en prend responsabilité. Elle dit, je préférais que ce soit différent. Mais elle dit pas, ah ouais, je t'ai vu liker la photo de telle fille sur Instagram, c'est dégueulasse, c'est n'importe quoi et tout. Non, elle est pas réactive, elle est pas défensive, elle est proactive. Elle dit, ça, c'est mon besoin, je te fais une demande. Point. Tu acceptes, t'acceptes pas, ça c'est ta responsabilité. Mais je trouvais qu'elle était hyper responsable dans la prise en compte de ses besoins et de ses limites en fait. C'est une de ses limites, ça la déclenche. Elle t'a dit, ça me déclenche. Elle a pas dit comme ça, mais en gros, ce qu'elle exprime, c'est que c'est un déclencheur pour elle quand son mec va regarder d'autres photos sur Insta et le téléphone, c'est un déclencheur pour elle. Elle te l'a exprimé. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais toi, tu vois? Plutôt que être belliqueuse par rapport à ça, moi j'ai trouvé ça super cool.
À un moment, par contre, j'ai trouvé elle est sortie de cette façon qu'elle a de fonctionner qui est très posée et très claire. Quand il y a un autre participant qui s'appelle Oli, limite, elle l'agresse, quoi. Dans le sens où elle lui dit, elle lui pose des questions sur la personne avec qui il est, en disant, non mais vas-y, dis, tu es censé savoir, nanana et tout. Et elle est très insistante au point où il est dépassé, il est overwhelmed. Il dit, là c'est trop pour moi, pourquoi tu viens sur moi comme ça? Et en fait, elle lui demande des comptes à lui concernant une amie à elle. Et ça, je me suis dit, ça, c'est hors caractère pour elle. C'est pas dans son personnage, dans son caractère. Et je soupçonne l'alcool. Parce que c'était un moment où ils étaient tous ensemble et ça se voyait qu'elle n'était pas en train de se comporter de la façon posée dont elle se comporte d'habitude. Mais sinon, à part ce moment-là, je trouvais qu'elle était hyper classe. On va voir sa mère. Là, je vous spoil, je suis un peu plus loin. On va voir sa mère et sa mère, oh my god, qu'est-ce qu'elle fait peur, purée. Sa mère fait super peur. Et sa mère, c'est genre, mais elle le dit, elle dit, ma mère, c'est le KGB, le FBI, la CIA, elle trouve toutes les informations et tout. Et sa mère, elle était plutôt négative, on va dire, et a mis du doute dans sa tête. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, je me suis dit, c'est intéressant parce que sa mère a énormément de blessures par rapport aux relations. Elle le dit, qu'elle a été divorcée, etc. Et elle projette beaucoup de ses blessures sur sa fille. Et en gros, elle surprotège sa fille. Elle veut tout savoir de la relation de sa fille et tout. Et en fait, ce que je trouve plutôt beau, c'est que malgré le fait de ne pas avoir eu d'exemple de relation qui soit saine, bah, Jasmine, elle a choisi autre chose. Elle a choisi. C'est comme si on dirait qu'elle avait créé sur mesure le genre de relation qu'elle voulait. Elle a dit, moi, je veux quelqu'un qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et une relation qui soit comme ça. Et on voit qu'elle a créé sa réalité, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai conclu de toute cette saison, c'est que tu vois des personnages, je dis des personnages, je pense comme si c'était un film, mais tu vois des participants qui sont, pour la plupart, très matures et très responsables. Et donc, ils ont cette notion que je ne suis pas une victime de ce qui se passe. C'est moi qui choisis ce qui se passe. Et toutes les personnes qui se sont comportées comme victimes de ce qui se passait, ça s'est pas bien passé pour elles. Alors que toutes les personnes qui ont pris leurs responsabilités, je trouve que elles ont eu une bonne expérience, quoi. Donc ouais, Jasmine a un passé, des difficultés, une mère qui projette beaucoup de choses sur elle, mais malgré ça, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. Et Bobby, c'est le gars rassurant, posé par excellence, il est sûr de lui, il a vécu des choses difficiles aussi, donc je pense que ça lui donne une perspective de la vie qui est pas pareille. Et voilà, donc ouais, eux, pareil, j'ai beaucoup d'espoir pour eux, j'espère vraiment que ça va fonctionner pour eux. Ensuite, on a Demi et Oli. Franchement, j'avais pas trop d'espoir au début. Je le sentais pas trop parce que je sais pas, j'étais pas sûre en tout cas. J'étais pas sûre qu'ils étaient ce qu'ils cherchaient l'un pour l'autre parce que je trouvais que leur conversation n'allait pas dans les profondeurs qui leur permettaient de savoir certaines choses. Cependant, ça a beaucoup évolué. Et eux, vraiment, je pense que si je devais choisir un couple, ce serait mon préféré. Pourquoi? Pas parce qu'il est parfait, mais parce que c'est lui qui a le plus progressé en un mois d'expérience ensemble. Les deux, en fait, c'est trop intéressant comment chacun a fait ressortir le meilleur de l'autre. Je... et franchement, quand vous allez regarder, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça raconte? Ça se passe pas du tout bien. Et en fait, ça s'améliore. Et je sais pas, quand vous verrez la fin, vous aurez peut-être de l'espoir. Mais en tout cas, il y a une belle évolution. C'est-à-dire que si on écrit un bouquin, on écrit un roman, c'est sur eux qu'on écrit. Parce que tu commences avec deux personnes qui sont différentes, qui sont pas toutes les deux très sécures non plus. Je dirais que c'est ça que l'insécurité, c'est pas un problème pour entrer en relation. Parce qu'en fait, c'est plutôt qu'est-ce que tu en fais? Parce que tout le monde est un peu insécure. Enfin, c'est normal, on est célibataire, on aimerait être aimé, on aimerait être choisi, on aimerait que quelqu'un nous projette quelque chose de positif sur nous. Et tant qu'on n'est pas dans cette relation-là avec cette personne qui prend soin de nous, c'est normal qu'il y ait une part de nous qui soit pas 100% sécure. Clairement, étant en couple maintenant, je suis beaucoup plus sécure que quand j'étais pas en couple. Ce serait mentir de se dire qu'il faut soigner toutes ces insécurités avant de pouvoir être en relation. C'est faux. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a des personnes qui sont très sécures. Il y en a qui sont vraiment bien, pas de soucis, bien dans leur peau. Et t'en as qui sont un peu insécures, mais c'est qu'est-ce qu'elles en font. Et en fait,
encore une fois, Demi et Oli, surtout Demi, elle exprime qu'elle a des insécurités et je trouve qu'elle a pris des bonnes responsabilités par rapport à ça. Au début, Demi, elle a de l'insécurité par rapport à son corps, elle se demandait est-ce que je vais lui plaire et tout. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que carrément, ça se voit qu'elle lui plaît de ouf. Il est trop content quand il la voit. Donc ça, j'étais hyper contente pour elle, parce qu'elle est vraiment belle. Et j'étais contente qu'il lui reflète ça. Donc ça, c'était super beau à voir. Et aussi après, par contre, ses insécurités sont revenues. Parce que Oli a vu une des personnes avec qui ben, il échangeait dans les pods. Comme je vous dis, drama, drama. Et ça a créé un froid entre eux. Oli a pas bien géré et elle a pas bien géré. Et c'est là où on a vu, enfin là où j'ai vu que les réactions automatiques sont venues. Elle s'est mise en freeze totale, c'est-à-dire qu'elle a plus parlé, elle s'est renfermée sur elle, elle a eu beaucoup de mal à gérer cette situation, elle n'est pas allée vers lui, elle n'a pas dit est-ce qu'on peut parler, et lui il a fui. Il y allait parler avec son ami, il allait parler à ses potes. Vraiment, ça se voyait que là, je dirais pas qu'on est dans une réaction traumatique, mais on est dans une réaction automatique du système nerveux. Je fuis ou je suis en freeze totale, clairement. Et je pense que, étant donné les circonstances, parce qu'il explique après, c'est deux personnes qui ont du mal avec le groupe. Et étant donné les circonstances, je pense qu'ils n'avaient pas la capacité de à la fois gérer les interactions avec autant de personnes et à la fois prendre les bonnes décisions dans le moment. Et encore une fois, réaction automatique, pas de souci, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et ensuite, ils ont eu des bonnes conversations. Quand ils sont à deux, ça fonctionne très bien. Ils sont très articulés l'un avec l'autre. Ils s'expriment hyper bien. Et vous voyez, en fait, c'est tout con, mais quand on regarde, la clé de tout, c'est comment on articule ses émotions. C'est pas que la communication, parce qu'ils communiquent tous, c'est tous, on les voit communiquer. Tout le monde communique tout le temps, c'est ce qu'on est en train de voir. Les gens, ils sont pas silencieux pendant des heures et des heures. C'est une télé-réalité. Par contre, il y a communiquer et il y a vraiment s'exprimer. Il y a dialoguer. C'est pas la même chose que communiquer. Et eux, ils ont développé un dialogue hyper intéressant, je trouve. Et vous allez voir, il y a plein de moments super mignons, vraiment qui... Je me dis, waouh, quelle belle évolution. Elle a beaucoup grandi, il a beaucoup grandi. Franchement, je suis partie de eux là, je le sens pas. Peut-être lui, c'est un peu un player. Elle, je sais pas, elle peut tout saboter parce qu'elle a des insécurités. Et à la fin, tu vois que super cool. Mais vous allez voir, c'est trop intéressant leur évolution. On voit aussi que Demi, contrairement à Jasmine, où je vous disais que elle n'a pas eu l'exemple forcément d'un beau couple de ses parents, Demi, elle a l'exemple d'un beau couple de ses parents. Ils ont été en couple très longtemps, etc. Et elle prend beaucoup leur exemple. Et c'est ça qui lui donne son standard de relation. Et ça se voit que voilà, c'est ce qu'elle recherche aussi. Et qu'elle-même, elle monte à ce standard. Et elle attend que la personne avec elle monte à ce standard. Super intéressant. Maintenant que je vous ai parlé de, je crois, deux, trois couples qui sont plutôt tranquilles, je vais vous parler de là où vraiment ça commence à partir, mais en cacahuète. On va parler de Sam. Sam, c'est un gars à part. Ouais, il m'a donné mal à la tête celui-là. Sam, c'est un gars, il arrive, il te dit oui, pour être dans Love is Blind, j'ai fait un nose job, j'ai refait mon nez, voilà, j'ai fait 6 mois à la muscu, et voilà. T'es là, ok Sam, good for you, très bien, I'm happy for you. Étant donné que t'es dans un truc où on n'est pas censé voir les gens, ça sert à rien, mais ok, y a pas de souci, c'est bien, fais-toi plaisir. En fait, Sam, il est narcissique. Et je vais expliquer pourquoi je dis ça et quelle est la définition du narcissisme. Parce que je trouve que les gens se trompent quand ils parlent de narcissisme. Être narcissique, c'est pas s'aimer ou aimer être flatté ou aimer être complimenté, c'est pas ça. C'est un peu plus élaboré que ça. Et donc, c'est un narcissique. Il ne parle que de lui. Mais quand je vous dis que de lui, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça avec autant de talent. Il ne parle que de lui, même quand il parle des autres. C'est-à-dire qu'il dit, tu vas prendre soin de moi, tu es la bonne personne pour s'occuper de moi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Même quand il complimente les autres, il parle de lui. Le mec il est trop fort. Ah, par où commencer? Il est narcissique, il a clairement des insécurités. Il arrêtait pas de répéter que personne ne l'aimait. Genre, le gars il dit, personne ne m'a jamais aimé, personne ne m'a jamais donné de chance. Euh, je compte pour personne. Et t'es là, mais genre, t'as pas de famille, t'as pas d'amis, t'as personne qui t'aime. Genre, attends, c'est grave.
Tu vois, genre, c'est trop triste. Et après, il commence à avoir des disques. Non, mais en fait, j'ai du mal à pas rigoler parce qu'il y a tellement de trucs. My God, j'espère vraiment qu'il a commencé une thérapie. Alors là, pour son petit cœur et son bonheur, parce que là, ça, c'était trop. Il arrive et direct, il fait partie des gens qui veulent que tu saches qu'il est beau. Oui, si on me voyait dans un bar, on dirait que je suis là juste pour draguer des meufs, mais en fait, je cherche autre chose. Personne ne m'a jamais donné ma chance, etc., etc. Oui, si je suis sur les applis de rencontre, tu vas dire oui, ce gars-là, il veut chercher juste à coucher, mais en fait, je cherche autre chose. Donc en fait, il t'envoie déjà l'image du beau gosse. Il te dit, moi, je suis un beau... Sans te le dire, hein, il te dit, moi, je suis un beau gosse. Est-ce qu'il est beau? Je sais pas. Il y a des gens qui trouvent qu'il est beau. Moi, c'est clairement pas mon genre. Genre, sa tête, je peux pas la voir en peinture. Mais il est grand, voilà. Il est grand, il a fait du sport, il a refait son nez. J'ai dit à mon mec, il aurait pu refaire son nez mieux. Il m'a dit peut-être son nez était pire. Je sais pas. Mais en tout cas, le gars, laisse tomber. En fait, ce qui s'est passé, je vous spoil un peu. Je vous spoil un peu. Il parle à deux personnes, Jasmine et Nicole. Mais si vous avez, je suppose, je dis regardez les 4 premiers épisodes quand même pour pas être trop spoilé. Et Jasmine a vu direct, elle a dit, il y a un truc chez toi, je comprends pas. Pourquoi tu me dis tout ce que j'ai envie d'entendre? Tu me dis tout ce que j'ai envie d'entendre, tu dis exactement les mots qu'il faut, et ça me met mal à l'aise. Il est là, mais je sais pas quoi te dire. Tu veux que je dise quoi à ça? Je sais pas. Elle a dit, je sais pas. Et après, elle a pris sa décision, elle a dit non, j'arrête avec toi. Après, le gars, il a pété un plomb. Personne ne me donne jamais ma chance, personne ne m'aime et tout. Parce que la meuf lui a dit ça et tout. Après, il retourne dans le truc, il s'énerve et tout. Après, il est là, bon. euh, il a dit en anglais, beggars can't be choosers. Ça veut dire, les mendiants ne peuvent pas choisir. Je sais pas quelle expression peut traduire ça en français. Mais en gros, comme celle-là la tège, il va se concentrer sur l'autre. Et c'est dégueulasse. Et l'autre, c'était Nicole, dont je parlais tout à l'heure. Et en gros, il dit, je vais tout faire pour avoir Nicole. À aucun moment, il se demande si Nicole, c'est la bonne personne pour lui. À aucun moment, il se demande s'il est la bonne personne pour Nicole. Tout ce qu'il veut, c'est partir avec quelqu'un. Tout ce qu'il veut, c'est partir avec quelqu'un. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il passe dans ce qu'on appelle du love bombing. Le love bombing, c'est quoi? Je vais te dire, exactement comme Jasmine a dit, tout ce que tu as envie d'entendre. Je vais te dire que des choses qui te rassurent. Je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais dire tout ce qu'il faut pour que tu te sentes bien. C'est pour ça que, des fois, il y en a parmi vous, peut-être pas vous, qui m'écrivent des messages. Oui, mon mec, il est comme ci, il est comme ça, mais je l'aime. Et ça, c'est là. Je déteste quand on me dit ça. Franchement, faut pas venir me dire ça. Mais je l'aime. Mais on s'en fout que tu l'aimes. Bien sûr que tu l'aimes. Pourquoi tu me parlerais si tu l'aimais pas? De. Mais par contre, ça suffit pas. Et en fait, le truc, c'est que les manipulateurs, parce que le narcissisme, les narcissiques sont très forts à manipuler, c'est important pour eux de manipuler. C'est comme ça que leurs besoins sont remplis. Les manipulateurs sont super forts à dire ce que vous avez envie d'entendre. Et donc, bien sûr que vous les aimez. Ils savent exactement ce qui vous manque. Ils savent exactement quelles sont vos failles. Ils savent exactement comment les combler. Et très souvent, ils vont souffler le chaud et le froid. Parce qu'ils peuvent pas tenir ça tout le temps. Ils peuvent pas être gentils tout le temps. Personne peut être gentil tout le temps, surtout quand c'est faux. Et donc, ils vont vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre pour que vous restiez là. Parce qu'ils veulent pas être seuls. Tout ce que vous avez envie d'entendre. Et après, ils vont vous rabaisser. Et c'est ce qu'il a fait. Et vous allez voir, je vais expliquer tout à l'heure. C'est ce qu'il a fait avec Nicole. Ensuite, ils vont vous rabaisser. Mais ils vont toujours vous faire remonter pour vous rabaisser. Et ensuite, vous allez vous dire, mais c'est cette personne qui me fait toujours remonter quand je suis au plus bas. Mais vous oubliez que c'est elle aussi qui vous met au plus bas. Oh, comment elle est maligne. Et oui, on n'a pas dit que les narcissiques, ils étaient débiles. Hein. Ils sont souvent très intelligents. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre et vous allez vous dire, waouh. Et c'est ce qui a fait douter Nicole, qui est une autre femme dont je parlais tout à l'heure, parce qu'en fait, elle avait une autre connexion avec Benaya. Et Benaya lui disait pas ce qu'elle avait envie d'entendre, il disait ce qui était vrai pour lui. Mais lui, par contre, Sam, il disait exactement ce qu'elle avait envie d'entendre. Et donc, du coup, comme Jasmine l'a laissé, il est allé full mode sur Nicole. Et Nicole s'est dit, waouh, il dit exactement ce que j'ai envie d'entendre. Et je me sens rassurée par rapport à lui. Mais ça m'a étonnée parce que Nicole, je me dis, mais elle n'a pas de radar. Elle voit pas que le gars, c'est too much. Parce qu'en plus, un truc qu'on réalise, c'est qu'on n'apprend rien sur Sam. Mais quand je vous dis qu'on ne sait rien de lui, il ne dévoile rien. On ne sait pas comment il a grandi, qui sont ses parents, qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie. Je ne sais même pas si je me rappelle son métier. On ne sait rien de lui parce qu'il ne parle que de lui, mais en mode moi, mais genre moi j'ai besoin d'amour, moi j'ai besoin de ceci, moi j'ai besoin de cela. Cette personne, ce sera une super personne pour moi. Et il projette que des choses pour faire du bien à l'autre en disant tu seras une super personne pour moi. Je me vois me marier qu'avec toi, nanana et tout.
Et donc du coup, on n'a rien comme substance. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous lire la définition du narcissisme parce que sinon j'ai oublié. En fait, la source, c'est la Mayo Clinic, qui est aux États-Unis. La traduction, c'est moi qui l'ai traduite, donc c'est pas une traduction officielle. C'est celle-là. Le narcissisme est un trouble mental dans lequel les personnes ont un sens exagéré de leur propre importance et un fort besoin d'admiration. Ceux avec un trouble narcissique croient qu'ils sont supérieurs aux autres et ont peu de considération pour le sentiment des autres. Mais, derrière ce masque d'ultra confiance en soi se cache une basse estime de soi, vulnérable à la moindre critique. Et Sam, c'est ça. C'est genre exactement ça. En fait, quand on regarde le besoin d'un narcissique, c'est que il a tellement pas de validation autonome, genre de lui à lui, il va rechercher tout le temps la validation de l'extérieur. Et donc, quand on dit qu'il a un sens exagéré de sa propre importance, c'est dans un sens presque littéral. C'est-à-dire que dans sa vie, il ne voit que lui. Et il ne voit que le fait que peut-être qu'il n'est pas assez. Et donc, il va chercher cette validation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça vient d'une blessure, en fait. Je veux dire, un narcissique, c'est pas nécessairement une mauvaise personne. C'est le fait que ses comportements vont avoir une incidence négative sur les autres parce qu'il ne pense pas à l'impact qu'il a sur les autres parce qu'il est trop préoccupé par sa propre image, par le fait qu'il veut être aimé. Une personne qui a une excellente estime de soi, en général, n'est pas si narcissique parce qu'il n'a pas besoin d'être aimé et vu positivement par tout le monde. C'est pas un besoin qu'il a parce qu'il sait que il s'aime lui. Et en fait, un narcissique, en général, il va pas forcément se l'admettre à lui-même, mais en tout cas, il va devoir se prouver tout le temps qu'il est assez bien. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Et je sais que c'est pas évident pour Sam. C'est pour ça que je dis j'espère du fond du cœur qu'il a fait de la thérapie parce que on voit que c'est quelqu'un qui cherche quelque chose. Mais en cherchant quelque chose, c'est pas une super bonne personne, quoi. C'est dommage. Et ça, c'est une interprétation de cette définition. Les relations avec les narcissiques sont souvent marquées d'extrêmes compliments au début, puis l'abus émotionnel, des dynamiques de pouvoir et du gaslighting à la fin. Le gaslighting, c'est quand on invalide tes émotions. C'est quand on te dit que ce que tu ressens, c'est pas ce que tu ressens. Et le narcissisme, c'est une des formes les plus exagérées du contrôle parce que la personne ne peut pas juste laisser la relation être. Elle a besoin de s'assurer que son estime d'elle-même est prise en compte, renforcée. Et donc du coup, quand on va être en relation avec un narcissique, on va avoir cette sensation de manipulation et de contrôle, mais il y aura toujours un message mixte parce que à la fois il y a des compliments parce qu'on veut, la personne narcissique veut être bien vue, mais à la fois il y a un certain abus émotionnel parce que elle veut se relever pour te rabaisser. Et donc du coup, c'est pour ça que les relations avec les narcissiques sont hyper compliquées. Après, je sais pas si on peut dire qu'une personne est narcissique, c'est un peu un raccourci de dire ça, mais les personnes peuvent avoir un trouble narcissique et ça se soigne en travaillant sur soi et le fait qu'on est important en fait. Si tu crois sincèrement que tu es important, tu n'as pas besoin de le prouver au monde. Quand tu crois vraiment que tu es important, que tu as de l'importance sur Terre, t'as pas besoin d'être survalidé sans arrêt et de prouver que tu es assez bien. C'est pas nécessaire. Et ce qu'on voit d'un point de vue traumatique, c'est que les narcissiques sont souvent dans un gros freeze, un deep freeze, un freeze profond. Et donc, on ne peut pas vraiment échanger ou co-réguler avec quelqu'un qui est dans ce type de narcissisme parce ils sont pas, ils sont pas régulés. Donc, ils ont besoin que quelque chose bouge dans leur énergie, quelque chose bouge à l'intérieur. Donc, si on est en relation avec un narcissique, juste échanger tous les deux, en général, ça va pas donner grand-chose. Il faut vraiment qu'il y ait un travail profond qui soit fait pour libérer ce qui est figé et apporter un peu de mouvement pour que la personne puisse se dire waouh, il y a de l'espace pour qu'en fait je reconnaisse que je suis important, importante et que je sois en sécurité dans mon propre corps, quoi. Petite digression, mais j'avais envie d'expliquer pourquoi je dis que ça m'est narcissique. Et c'est pas une insulte, c'est juste factuellement, il y a quelque chose par là. Et après, du coup, ben, là je spoil, Sam, il va demander la main de Nicole, elle dit oui, elle est émue. Et par contre, quand ils se voient, c'est catastrophique. Rien ne va. Rien ne va. Il ne parle que de lui. Il dit alors t'en penses quoi? Genre, c'est la première chose qu'il dit. Quand elle arrive, il dit pas t'es trop belle, il dit pas machin, il dit t'en penses quoi? Genre en parlant de lui, j'étais là oh my god, so cringe. Il se trompe de doigt pour la bague, c'est n'importe quoi. Il dit quelle couleur sont tes yeux? Elle lui montre ses yeux et fait boring brown, genre un marron ennuyeux. J'étais là putain.
Et en plus, sachant que bah, il la voit bien, elle est noire. La plupart des noirs ont les yeux marrons. Enfin, je sais pas, peut-être ils fréquentent pas de noirs. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je crois que je t'aime. Elle dit on va voir. Ah, c'est n'importe quoi, c'est un shit show. Et après, il dit peu importe ce que les gens pensent, moi je la trouve attirante. On était là. Mais personne ne pense qu'elle n'est pas attirante. Et je sais pas, genre, come on, dude. I don't know, c'était juste, waouh, c'était juste too much. Et après, il y a un plot twist, et je suis obligée de vous le dire pour parler du couple d'après, c'est que... Est-ce que je vous le dis? Oui, parce que c'est dans les 4 premiers épisodes. Nicole regrette, direct, et ça se voit que ça fonctionne pas. Et finalement, elle choisit d'aller avec Benaya, qui était son autre prétendant, et qui l'a prévenu sur Sam, en fait. Qui l'a prévenu en lui disant je pense pas que c'est la bonne personne pour toi, je pense pas qu'il est là pour les bonnes raisons. Il lui dit je pense qu'il est là pour la fame. Et je pense aussi, sincèrement, il est là pour être dans l'émission parce que quelqu'un qui veut à tout prix être avec quelqu'un sans savoir si la personne lui correspond parce qu'il s'est fait têche par l'autre meuf, c'est super bizarre, genre, comment? Et après, le comportement de Sam à la suite, ça confirme ça. Enfin, c'est vraiment pas un gars cool, quoi. Mais bon, il reste pas, on le voit pas beaucoup. Donc c'est tant mieux, mais putain, il m'a fatigué, lui. Et ensuite, on a Benaya et Nicole. Donc Benaya et Nicole, voilà, dès le début, ils ont une bonne connexion. Donc là, c'est un triangle amoureux, Benaya, Sam et Nicole. Et donc finalement, Benaya et Nicole, ça avance bien entre eux. Et ils sont mignons, franchement, ils sont choux. En fait, eux, c'est pareil. Même chose que j'ai sur les couples d'avant. C'est des gens assez différents. Vraiment, dans leur façon de parler, dans leur façon de vivre, dans leur façon de... Par exemple, Nicole, elle est très... ça se voit que c'est quelqu'un de bien mis sur elle, sa façon de parler. Elle fait un boulot, elle est clairement dans le corporate, elle est head of marketing de quelque chose. Et lui, Benaya, il fait... c'est un... En fait, il fait structural landscaping. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire l'extérieur, mais toute la structure. Donc, il fait des decks, il fait des jardins, il fait des trucs comme ça. Donc, le gars, il passe du temps dehors et c'est un nomade. Il voyage partout. Et elle a son job à Londres, posée, sûrement assez... comme elle est chef de marketing de quelque chose, donc assez bien placée. Et tu vois que quand même, ça match parce que ils apprennent des choses l'un de l'autre. Lui, il touche à son désir d'évasion, elle le dit, l'idée de vivre différemment, elle trouve qu'il est très courageux. Et lui, il aime son grand cœur, elle est posée. Plusieurs fois, on parle de leur spiritualité, enfin, elle a ce côté un peu... elle croit dans le positif, tu vois que c'est une meuf qui croit en la manifestation, elle a l'ordre d'action, ce genre de choses. Enfin, tu vois, genre, elle a ce truc, et en fait, ça vibe. Et franchement, c'est typiquement le genre de couple je sais pas si ce serait croisé, littéralement. Genre, quand je dis croisé, c'est je sais même pas s'ils évoluent dans les mêmes cercles. Tu vois, parce que lui, c'est un nomade, il voyage partout. J'ai été voir son Insta, le mec, il voyage de ouf. Et elle, c'est une meuf posée, quoi. Elle a son job et tout. Je sais même pas si ce serait croisé. Et en fait, là, tu vois que ça match parce que l'un fait ressortir chez l'autre quelque chose qui est vrai et qui est présent. Donc, j'espère aussi pour eux que ça va fonctionner parce qu'ils sont trop mignons. Vraiment. Et là, quand je pense à eux, je pense au tout début, leurs premières interactions, comment ils parlent, comment ils rigolent. Benaya, c'est un gars cool, il a les longs cheveux. Au début, première interaction, elle lui demande Benaya, c'est hawaïen? Il dit, je suis pas hawaïen, mais je pourrais l'être. Je trouvais ça excellent comme réponse. C'était là, je peux être ce que tu veux, baby. I loved it. C'était trop bien. En tout cas, ouais, pour eux, j'espère vraiment que ça va fonctionner. J'espère vraiment que ça va fonctionner pour eux. Et je redis pas la même chose, mais clairement, voilà, ce qui règle tout, c'est, ok, il y a une compatibilité de valeurs, style de vie et tout. Il y a le fait que dans tous les couples que je vous ai dit, où je vois que ça fonctionne plutôt bien, il faut vraiment ressortir le meilleur l'un de l'autre. Et il y a le dialogue. Il y a le fait de dialoguer de façon aimante, posée, compassionnée, je sais pas comment dire, mais tu sens que c'est des gens qui se respectent en fait. Et on a des bons exemples de relations dans cette saison, c'est ouf. Enfin, par rapport aux saisons d'avant, c'est rien à voir. Et là, je vais vous parler d'un couple shit show, catastrophe. Oh my god, j'ai pas aimé, putain. Et j'ai pas aimé parce que j'adore le gars et la meuf m'a fatiguée. Donc c'est parti pour les prochains. Freddy et Catherine, let's go. Freddy et Catherine. Oh my god. Ah, par où commencer? Non mais c'est eux dont je me suis le plus plaint. Freddy.
Un amour, adorable le mec, vraiment. Bon, déjà, on va dire direct, il est canon. Mais quand je dis il est canon, il pourrait être top modèle, sans exagération, vraiment. Grand, beau, musclé, yeux bleus, oh my god, parfait. Mais il y a plein de gars canons dans ces trucs-là, donc c'est pas un critère. Franchement, il serait canon, il serait que dans son corps, il serait Sam, ça aurait été la même. Mais je pense que s'il était dans ce corps et qu'il était Sam, il aurait été encore plus dangereux. Mais bon, le gars, il est beau. Vraiment, il rentre dans la pièce, t'es là. Excuse-moi, tu t'es pas trompé de porte. C'est pas Abercrombie par ici, tu vois. Et gars, trop beau. Et là où ça a basculé pour moi, où je me suis dit, waouh, il est adorable, c'est quand il parle de son boulot. Et le gars, tu te demandes, c'est quoi son boulot? Il est directeur funéraire. En fait, je crois qu'en ayant lu, ce que j'ai compris, c'est que il organise des funérailles. Genre, il fait la cérémonie, il organise la cérémonie, tout ça. Je suis là, what? C'est quoi ce métier? Tu as 32 ans, tu diriges les cérémonies funéraires? Et en fait, la meuf, je sais plus qui lui a posé la question, il demande, mais c'est pas trop dur comme métier et tout, c'est pas trop triste? Il dit oui, forcément, c'est triste, mais en fait, moi, je suis là pour accompagner des familles à laisser partir des gens qu'ils aiment. Et, euh, et ouais, c'est important pour moi. Je suis là, quoi? Quel amour! Alors là, il a volé le cœur de tout le monde. Et pour avoir été sur son Insta, de tous les participants, c'est celui qui a pris le plus de followers. Genre, il a genre, quand je regardais, 250 000 followers, alors que tous les autres ont genre 30 000, 40 000, 60 000, allez, ou plus 70 000. Le gars laisse tomber. Tout Internet qui a regardé Love is Blind est love de lui. Tu vois le beau gosse, posé, il fait de la muscu clairement. Il dit il fait la muscu 2 fois par jour. Et je suspecte que c'est parce que quand même il a un boulot qui est pas évident. Le gars est là. Et le gars il est tranquille. Le gars il est zen, il est tranquille. Un amour. Et en fait c'est d'autant plus pour ça que la meuf qui choisit en face, elle passe pour la méchante de la saison. Après, elle m'a saoulée, mais je pense pas qu'elle est méchante. Mais je pense qu'il y a du bagage. Mais en tout cas, ouais, un amour. Et en fait, au début, donc il match avec Catherine. Et franchement, je suis trop contente pour eux. Ça se voit qu'ils sont adorables, qu'ils s'entendraient bien. Elle aussi, elle est trop belle. Genre, ça pourrait être un couple Instagram. Ils s'entendent, ils rigolent l'un avec l'autre. Enfin, ils sont adorables, vraiment. Et, euh, et ça continue, tu vois, quand ils se voient. Bien sûr, ils se kiffent parce que genre les 2 personnes les plus belles de la saison se retrouvent ensemble. Bien sûr qu'ils se kiffent. Elle dit, mais regarde-toi! Et moi, et tout le monde serait comme ça en mode, waouh, jackpot. C'est super cool. Et il y a un moment, ça bascule. Et c'est là où il y a plusieurs moments où ça bascule. Premier moment où ça bascule, c'est quand et là, moi, je commence à me dire: «Elle est bizarre Catherine, elle est bizarre». Premier moment, c'est donc Catherine avait matché avec Oli. Donc si vous vous rappelez, Oli, il est avec Demi, j'en parlais au début. Eux, ça évolue plutôt bien et en fait, c'est elle qui a cassé avec lui quand elle savait que Demi était intéressée par lui. Sauf que lui, il a dit qu'il a cassé avec elle. Mais pour être honnête, en fait, il avait dit à ses potes, je vais casser avec elle, et en fait, elle lui a dit au début, non, mais vaut mieux qu'on arrête. Et donc, techniquement, c'est elle qui a cassé, mais lui, il allait pour casser. Il n'était pas en mode, je veux rester avec elle. Et elle, ça l'a pas plu qu'ils disent ça, en fait, qu'ils disent que c'est lui qui a cassé et pas elle. Alors qu'en fait, dans les faits, enfin, on s'en fout un peu, mais bon, c'était un peu enfantin, quoi. Et donc, elle veut absolument lui parler, elle demande à... Ça, c'est quand ils se voient tous ensemble. Elle demande à Freddy, est-ce que c'est ok que tu lui parles? Il dit, franchement, je préférerais pas, mais enfin, je veux dire, oui, ça me met mal à l'aise que tu parles avec le gars à qui tu parlais, mais vas-y, tu as fait ton truc. C'est mieux d'avoir la conversation que de pas l'avoir. Et donc, elle lui parle, et en même temps, en lui parlant, elle flirte, elle rigole, c'est super gênant. Et c'est pour ça que Demi, initialement, en fait, elle s'est sentie mal à l'aise, elle s'est mise en frise. Elle s'est mise en frise. Et lui, au lit, il a eu l'impression que Catherine la regardait pendant toute la soirée, et ça l'a mis mal à l'aise aussi. Et en fait, Catherine, elle a flirté de ouf avec lui. Et c'était super gênant. C'était genre, t'as dit que tu voulais régler tes comptes en mode oui, je vais pas laisser ça passer et tout. Et finalement, tu rigoles, tu lui tapes le bras en mode ah ah ah. Comment? Surtout que, en fait, oui, tu vois qu'il est beau gosse en vrai. Mais ton mec aussi, il est beau. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu gênant. Je me suis dit, waouh, je sais pas si je lui fais confiance. Et là où ça a basculé, c'est que Freddy, qui, même s'il a l'air parfait sur papier, n'est pas parfait, elle lui pose une question, est-ce que tu as déjà trompé quelqu'un? Donc là, c'est après qu'ils soient déjà fiancés. Elle lui a pas posé avant, elle lui a posé maintenant.
Et il dit: «Oui, j'ai déjà trompé, c'était il y a 7 ans et je le regrette» et cetera et cetera. Elle dit: «Waouh» et ça lui fait un choc. Elle se dit: «Waouh» parce que pour moi, quand tu trompes un jour, tu trompes toujours. Genre, je deal pas avec les trompeurs. Il y a une part de moi qui me dit: «Si c'était si important pour toi, il fallait vraiment lui demander avant parce que là, vous êtes fiancés». Mais bon et donc là, ça crée un froid entre eux et lui, il est tout penaud, il sait pas quoi lui dire, il sait pas quoi faire à part lui dire: «Ben, moi, je peux juste être qui je suis là, je peux juste te dire que j'ai appris de cette situation et tout». Et ce qui m'a gênée par rapport à Catherine, c'est que, contrairement aux autres filles, je compare pas, mais en même temps, si tu es obligé de comparer, qui ont des insécurités et qui en ont pris responsabilité, elle en a pas pris responsabilité. Elle est juste devenue super bizarre. OK, normal d'être bizarre dans le temps qui suit. On contrôle pas si facilement nos réactions à chaud. C'est normal. Donc, waouh, ça te met un froid et franchement, tu as besoin de respirer avec ça, vivre avec ça parce que Dieu sait ce que ça te rappelle et ce que ça te déclenche, tu vois. Genre, enfin, on peut pas savoir ce que les circonstances dans lesquelles elle a été trompée, c'est une grosse trahison. Donc, je comprends que tu réagis pas en mode, ok, y a pas de souci, tu vois. Mais par contre, une fois que tu as décidé de rester, enfin, c'est soit tu te dis, ok, c'est un deal breaker et c'est mort et je pars, soit tu dis, ok, je choisis de nous donner une chance et on y va franchement. Et en fait, ce qui se passe à partir de là, c'est qu'elle commence à tout le temps lui demander des preuves et de la rassurer. Et c'est trop dommage et c'est épuisant. Elle devient vraiment nulle et exécrable. Et par exemple, ils vont faire du shopping, il fait des petites blagues, elle dit arrête de rigoler. Il la caresse, il dit arrête de me caresser, je suis pas un chien. À un moment, elle dit ne m'embrasse pas. Enfin, oh my god, c'est tellement gênant. Et tu vois que le gars, au début, il est lumineux, c'est un gars, quand même, il travaille dans un truc difficile, et tu vois qu'il est, je pense qu'il compense avec beaucoup de joie, il profite de la vie, et c'est un gars cool. Et tu vois qu'au fur et à mesure, la lumière s'éteint dans ses yeux, quoi. Au point où il se demande, peut-être qu'il faut que j'arrête avec les blagues, peut-être qu'il faut que je sois un peu plus sérieux et tout. Et toi, t'es là, quoi? Excuse-moi. Et ça, franchement, je vous dis, si vous êtes dans une relation et vous vous dites, peut-être qu'il faut que j'éteigne un peu ma lumière, la relation est toxique. Genre, il n'y a même pas à réfléchir. C'est-à-dire qu'elle est toxique dans la... Pour moi, la toxicité, c'est littéralement, je ne peux pas respirer dedans. Et lui, il n'avait pas le droit de respirer dans cette relation. C'était trop dur à voir. Et donc, elle va lui faire des petites remarques. Et en fait, ce que j'ai détesté le plus, c'est que quand il faisait quelque chose de bien, elle le félicitait comme si c'était un chien, tu vois. Genre, elle disait, tu vois, c'est ce genre de marque de réassurance que j'ai besoin de ta part. Comment? Comme si en fait, ce qu'il faisait, c'était jamais assez bien. Et que quand il faisait un truc bien, elle avait besoin de dire, tu vois, quand tu fais des trucs bien. Alors que le gars, comment? Genre, il a trompé quelqu'un il y a 7 ans. Ça réveille des choses en toi. Parler de ce que ça réveille en toi, genre utiliser ça pour faire avancer votre relation. C'est quoi tes demandes? C'est quoi tes limites? C'est quoi tes critères? Qu'est-ce que tu attends de lui concrètement? Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement maintenant que tu sais ça? Parce que c'est ça, prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est pas faire des petites piques, des petites remarques, des petits hein, c'est dire qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes demandes. Comme par exemple, il y a Jasmine, elle a demandé à Freddy, elle a dit mon insécurité, c'est quand les hommes sont sur les téléphones qu'ils aiment les photos d'autres femmes. Point. Il a dit, ok, je ferai en sorte que tu te sentes pas en insécurité par rapport à ça. C'est tout. Et elle, à aucun moment, elle n'a exprimé cette demande. Elle voulait juste tout le temps qu'on, je sais pas, qu'on la rassure, qu'on la rassure, qu'on la rassure. Et je pense que c'est important dans une relation d'avoir ce niveau de réassurance et de le demander. Si vous avez besoin d'être rassuré, demandez à être rassuré. Mais par contre, ce qui n'est pas ok, c'est de demander à l'autre d'être quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans une relation et vous demandez à la personne d'être quelqu'un d'autre, c'est que c'est pas la bonne relation. C'est pas ok. Et ce qui est trop aussi, là où ils ont un conflit, c'est qu'ils ont un style de vie qui est différent. Elle aime beaucoup sortir. Elle est, voilà, elle dit qu'elle est un peu bougie, comme si quand t'es bougie, tu dis que t'es bougie. Enfin, bougie, c'est un peu en mode elle aimait les trucs de riches et tout, je sais pas. Euh, et lui, c'est un gars, il dit, moi, j'aime rester chez moi, regarder la télé, tu vois. Genre, clairement, ça se voit, il va travailler, il va à la muscu, il regarde la télé. Lui, il est tranquille. Euh, et ils ont pas le même style de vie. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle fait comme si c'était faux. À chaque fois qu'il en parle, et à chaque fois qu'elle en parle à ses copines, elle dit mais c'est bon, je suis pas en train de faire du shopping tout le temps, mais c'est bon. Et le truc qui est un peu étrange, c'est que on dirait que essentiellement elle a des goûts de luxe, mais qu'elle a pas la vie qui va avec. Parce qu'elle vit encore chez ses parents, je sais plus pour quelle raison. Et ça a l'air d'être quelqu'un un peu entre les deux comme ça, qui a ces goûts-là, mais qui n'a pas encore réalisé ces goûts-là. Et donc quand elle va chez Freddy pour la première fois, et Freddy c'est un gars, ben,
tu vois, le gars stable, il a sa maison, elle est hyper, elle est décorée, limite, trop bien. Je sais pas où il a pris conseil, mais c'est trop bien. Tu vois que c'est un gars stable, il a sa maison, il fait des travaux dans sa maison et tout. L'attitude de Catherine a complètement changé. Elle devient hyper mielleuse. Voilà. Et puis à un moment, Freddy lui dit, un peu plus tard, et là, la lumière est déjà sortie de ses yeux à Freddy, hein. Freddy lui dit: «Est-ce que tu serais offensé si je devais mourir, ma maison allait à ma sœur?» Parce qu'en fait, Freddy a un frère qui a la trisomie 21 et ce sont ses parents qui en prennent soin. Je suppose que c'est pour cette raison-là. Parce que si, par exemple, ses parents ne sont plus là, c'est lui et sa sœur qui ont la responsabilité de son frère et s'il n'est plus là, ce sera sa sœur. Et en fait, la façon dont il a formulé, c'était très clair. «Est-ce que tu serais offensé si?» Et elle répond: «Comment ça, tu crois que moi j'en suis après ton argent?» et cetera et tout. Non, tu as demandé si tu serais offensé, tu dis oui ou non. Tu dis oui, franchement, je serais un peu offensée étant ta femme et tout, ou tu dis non, je comprends, ou tu dis je comprends pas, explique-moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va en parler à ses copines, et ses copines qui sont en mode, qui connaissent en plus rien, qui sont là, ah ouais, franchement, c'est un peu contrôlant, c'est abusé, euh, et à un moment, elles disent, et elle, Catherine, elle fait genre, elle comprend rien, enfin, genre, elle est un peu, ah, elle dit rien, tu vois, elle a pas de position, et elle dit, mais on peut pas changer ce genre de choses. Elle dit, non, on peut pas le changer, alors que bien sûr que tu peux changer. Euh, Ça se renégocie, c'est un contrat, hein. Je veux dire, et en plus, ça ressemblait plus à un testament parce que ce qu'ils disent, c'est que c'est un prenup, comment on dit ça en français? Un contrat de mariage. Et en fait, c'est pas un contrat, enfin, en Angleterre, c'est un peu différent, je crois. Mais il avait l'air de parler de son testament plus que d'un contrat de mariage, mais c'est possible, je pense, de mettre ces choses-là dans un contrat de mariage. Mais en même temps, le gars, il t'a connu avant hier, il y a 3 semaines, tu lui dis qu'il rigole trop, enfin, je sais pas. Moi, j'aurais été lui, j'aurais fait un contrat de mariage aussi. Littéralement, je te connais pas, ça se trouve, t'es un arnaqueur, enfin, je sais pas moi. Bref, et en tout cas, toutes ces situations-là, oh, c'était dur à voir. C'était vraiment dur à voir parce que tu sentais qu'il n'y avait pas d'amour, que elle, elle voulait être mariée, elle voulait être choisie, elle voulait être aimée. Et voilà. Et clairement, il y a du trauma. C'est là où je voulais en venir. Parce qu'elle a été adoptée. Elle l'a dit plusieurs fois et c'est cool qu'elle l'ait dit. Et elle a été adoptée et elle a été dans sa famille il y a 11 semaines. Donc elle avait 3 mois. Et en fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de contexte. Je sais pas si le processus est en lui-même traumatique. Tu sais, le corps garde tout. Donc même s'il s'est passé quelque chose avant ces 11 semaines ou même quand elle a transitionné dans cette famille, on ne sait pas s'il y a du trauma là. Mais je pense que clairement, elle a un trauma d'enfance qui est qu'elle a probablement interprété son adoption comme un abandon, qui est peut-être le cas, hein. Moi, encore une fois, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle a très peur de l'abandon, ça se sent. C'est très ancré dans ses réactions. Elle a des réactions automatiques par rapport à ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour moi, ce qui me gêne, c'est pas qu'elle ait du trauma, parce que clairement, beaucoup de gens ont du trauma, c'est que elle n'en prend aucune responsabilité. Parce que tu peux avoir du trauma, je travaille avec la plupart de mes clientes ont du trauma, et ce que ça crée, c'est que tes réactions automatiques, tu as très peu de liberté pour les gérer. Ton corps est codé pour réagir d'une certaine façon quand tu as du trauma pour te protéger. Tu vas fuir, te battre, être en freeze, de façon disproportionnée par rapport à ce qui est nécessaire sur le moment, parce que c'est pas ton essence qui parle, c'est le trauma. Donc les réactions à chaud, en fait, quand elles sont traumatiques, ben, tu peux pas faire grand-chose. Par contre, tu es toujours responsable de ce que tu fais après. Le trauma n'enlève pas le libre arbitre. Le trauma ne t'empêche pas d'être une bonne personne. Le trauma ne t'empêche pas de t'excuser. Le trauma ne t'empêche pas d'être adulte et de t'observer. Le trauma ne t'empêche pas de prendre soin des autres. Ça va gérer ta capacité à réagir d'une certaine façon, à faire confiance d'une certaine façon, à placer tes limites d'une certaine façon, mais tu as toujours le choix de ton comportement après. Et c'était très clair que elle n'était pas à ce stade-là. Je dis pas qu'elle y sera jamais, mais à un moment, elle dit, je veux pas me changer. Je ne vais pas me changer. Je suis comme ça. Et là, à partir de ça, toi, tu sais que la relation, elle est cuite. Enfin, j'espère vraiment qu'ils ils vont pas poursuivre parce que si une personne, n'arrive pas à s'observer et n'arrive pas à avoir cette espèce d'autoréflexion d'elle-même, elle n'est pas self-aware, comme on dit en anglais, elle n'est pas consciente d'elle-même. Et si en plus, quand tu lui fais la remarque, elle te dit je veux pas changer, il y a littéralement rien à faire. Genre, en tant que personne extérieure, il n'y a pas de pouvoir, c'est-à-dire il n'y a aucune communication, aucun dialogue qui va régler ça, à part si la personne elle-même choisit
de prendre conscience que effectivement elle a encore du trauma par rapport à ce qui s'est passé dans son enfance. C'est du trauma résiduel qui n'a pas été résolu et qui va affecter sa façon dont elle voit les autres. Elle voit tout le temps la possibilité d'être abandonnée. Et encore une fois, tu crées ta réalité. Quand tu vois tout le temps la possibilité d'être abandonnée, alors tu vas faire des actions qui peuvent créer l'abandon. Et donc tu vas vouloir, par exemple, contrôler, encore une fois. Donc on a encore la notion de contrôle. Pas la même que quand on a du narcissisme, mais là on a la notion de contrôle, de tu veux contrôler la personne avec qui tu es, de façon à ce qu'elle te donne ce dont tu as besoin pour être sûr que tu vas pas être abandonné. Mais en faisant ça, tu repousses la personne parce que tu lui demandes d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Donc en demandant tout le temps des preuves d'amour, que tu te comportes comme ci et pas comme ça, que tu fasses ci et pas ça, que tu me touches comme ci et pas comme ça, bah tu vas créer la réalité que tu as saoulé la personne, quoi. Et le problème aussi, c'est que à vouloir tellement être valorisée et se valoriser, elle fait des conneries. À un moment, elle croise Sam, monsieur narcissique, et son mec, Freddy, il est juste à côté. Elle avait demandé à Freddy, tu penses quoi des filles? C'était un de ces moments où elle voit les gens. Et Freddy dit, ah, j'ai parlé à cette fille, elle est sympa. Et elle dit, et quoi d'autre? Bah, je sais pas, elle est belle. Elle est attractive. Elle dit, quoi? Elle est attractive? Je dis, ouais, elle est attractive. J'étais entendue la première fois que tu l'as dit. Ok, cool, tu m'as demandé. Et après ça, elle va draguer, enfin, je sais pas si elle drague ça, mais elle flirte clairement. Et c'est un moment où, bref, Sam a la bague que Nicole lui a rendue, tout ça, tout ça. Et elle dit, ah, moi, je la veux bien, cette bague, tu me l'as donnée, je la veux, cette bague. Et elle a dit au moins 3 fois. C'est hyper irrespectueux. Et donc, en fait, ne pas prendre responsabilité pour ton bullshit, ça te fait faire des conneries qui font du mal aux gens. C'est pas cool. C'est pas cool. Le trauma n'est pas une excuse. Jamais. Le trauma explique beaucoup de choses. Vraiment. Il y a des réactions que vous avez, c'est littéralement des réactions traumatiques. Votre système nerveux ne sait pas faire autrement. C'est pas votre faute fondamentalement dans le sens où vous pouvez pas faire grand-chose sur le moment, mais vous pouvez toujours faire quelque chose après le moment, après le déclencheur. Prendre un temps, réfléchir, observer et se dire, OK, là, ma réaction a fait du mal à quelqu'un ou la façon que j'ai d'agir, j'ai l'impression que ça a des conséquences. Mais pour avoir cette réflexion sur soi, il faut choisir de l'avoir. Et malheureusement, Catherine ne l'avait pas. Voilà, j'ai été longue sur elle parce que pour moi, c'était vraiment là où... c'est le seul endroit où j'ai vraiment vu du trauma. Peut-être que ça m'en a, mais les narcissiques n'ont pas forcément du trauma. Et surtout, il avait pas ce côté réactif, même si, voilà, il parlait que de lui et tout, j'ai pas vu autant, ce côté, action-réaction. Alors que pour Catherine, il y a clairement, il se passe quelque chose, je réagis comme ça et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le même schéma. Et donc Catherine, si tu entends mes mots dans le cosmos, j'espère du fond du cœur que tu as été accompagnée, mais en particulier sur ce trauma d'abandon que tu as dans l'enfance, parce que se dire mes parents ne m'ont pas gardé ou mes parents n'ont pas voulu de moi et j'ai été placée dans une autre famille, je sais même pas ce que ça peut faire en fait. Comment on peut l'interpréter? On peut le vivre très bien en se disant j'ai été choisie par une nouvelle famille, j'ai été aimée, on m'a choyée, je suis super contente de ça. Et on peut l'interpréter comme étant je suis pas assez bien, mes parents n'ont pas voulu de moi. Qui sait comment le corps l'interprète? Donc moi, encore une fois, je lui en veux pas, mais elle m'a saoulée. Voilà. Non, mais en fait, à la fois je comprends, et à la fois c'est pas ok de se comporter comme ça. C'est notre rôle en tant qu'adulte de prendre nos responsabilités pour ne pas faire du mal aux gens autour de nous. Le truc qui m'a rendu vraiment le plus triste là-dedans, c'est que je pense sincèrement que si elle avait cette conscience-là, Freddy aurait été super pour elle. Genre, je pense qu'en fait, ils auraient pu vraiment fonctionner si elle pouvait avoir ce recul. Hormis après le truc de style de vie, ça aurait clashé. Et je vais parler du dernier couple où là, je pense que ouais, c'est aussi une question de valeur. Je pense que avoir des valeurs différentes, un style de vie différent, ça peut clasher. Mais si on mettait ça de côté, je pense que c'est un couple qui aurait bien pu fonctionner parce que il lui aurait apporté la réassurance dont elle a besoin, parce il a une façon de parler, je pense de par son métier, il a une façon de prendre soin, même à un moment il parlait à ses parents, enfin on sent que c'est quelqu'un qui est habitué à parler dans des circonstances difficiles et il aurait pu tenir l'espace, entre guillemets, pour elle sur ce genre de difficultés-là si elle avait pris conscience qu'en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais en fait, elle avait aucune conscience de ça. Et c'est dommage, mais j'espère que
Après, j'ai vu sur internet, les gens sont très méchants avec elle. J'avais pas envie d'être encore plus méchante avec elle. Juste donner une espèce de perspective différente. Mais ouais, j'espère juste qu'elle a pris conscience, quoi. J'espère juste qu'elle a pris conscience et qu'elle a pu se soigner et se faire du bien parce que c'est pas cool d'avancer dans la vie en te disant tout le temps que t'es pas voulu, tu vois. C'est pas agréable, j'imagine même pas ce que ça fait. Donc, force pour elle. Et Freddy, je lui souhaite rien du tout. Son chemin est tout tracé. Il doit avoir au moins une liste de 30 000 personnes qui veulent se marier avec lui. Donc, lui, il a pas de problème. Allez. Ensuite, on a le dernier couple, c'est Tom et Nadia. Bah, ce couple, franchement, je pensais que ça partait plutôt bien, mais il y a des red flags, il y a des petits soucis d'incompatibilité. Il y a du bon et du moins bon. Donc le bon, c'est qu'ils s'entendent bien, franchement, c'est cool, ils ont un sens de l'humour qui va bien ensemble, voilà. Est-ce que c'est le meilleur match? Peut-être pas. Enfin, je pense que les deux auraient pu trouver des gens qui leur conviennent quand même un peu mieux, je veux dire, même sans s'être vus, quoi. Mais ça va. Ils ont un sens de l'humour, ils sont marrants. Tom a une voix, mais laisse tomber. Nadia aussi, enfin, je sais pas, des espèces de voix profondes et voluptueuses là. Ils auraient pu fonctionner parce que Tom, c'est un gars très raisonnable, dans le sens où il écoute, il analyse, il comprend. Et Nadia est très expressive et claire. Et j'aime bien ça. Mais il y a eu des clashs. Par exemple, il y a eu un clash où Tom expliquait que donc, Tom, c'est un gars qui est dans les relations publiques. Lui-même, il dit que voilà, il est un gars important, quoi. Genre, voilà, il est important. Il le dit lui-même. Et elle est maquilleuse professionnelle. Et il dit à un moment que, ouais, il lui dit clairement que, ouais, il a jugé un peu son métier parce que pour lui, l'ambition, c'est important, aller loin, c'est important. Et que, ouais, il a un peu. Il a dit dans la vraie vie, jamais il serait sorti avec une maquilleuse, tu vois. Et Nadia l'a remis en place bien comme il faut en lui disant que c'était vraiment nul. Genre, pour qui tu es, pour qui tu te prends de juger le métier des gens sans savoir le contexte. Surtout que, excusez-moi, mais maquilleuse professionnelle de nos jours, vous avez vu Instagram, vous avez vu YouTube? Attends, les vidéos de maquillage, ça fonctionne trop bien. Je sais pas quel genre de maquilleuse elle est, mais je trouve que... Ah non, ça va, hein. Moi, c'est pas un métier que je jugerais si j'étais à sa place. Ça se trouve, la meuf, elle est plus riche que toi, tu n'en sais rien. Et c'est justement ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, en fait, tu n'en sais rien, et puis c'est pas cool de juger les gens, peu importe leur métier. Elle aurait pu être, je sais pas moi, balayeuse ou femme de ménage ou cantinière, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Enfin, ton métier, il est honnête, tu prends soin de quelque chose, tu prends soin des gens. C'est toujours ça un métier, hein. Quelque part, quand tu fais quelque chose, tu prends soin de quelque chose. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, comment? Genre, c'est nul, c'était nul. Et en fait, elle s'est pas laissée faire. Elle a vraiment, elle l'a dit très honnêtement. Et lui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a pris comme du feedback. Il a dit, OK, t'as raison. Et je comprends que là, c'est moi qui suis un peu judgmental et je suis un peu dans ma bulle, quoi. Mais là où ça clash, c'est qu'ils ont pas la même valeur par rapport à l'argent. Et l'argent et la tromperie, c'est les deux plus grosses raisons de divorce. Donc l'argent et le sexe. Les deux plus grandes raisons de divorce. Et malheureusement, ils s'entendent pas. Alors, moi, je trouve que on n'a pas assez de détails pour comprendre c'est quoi le problème. Mais de ce que j'ai compris, elle a grandi dans une famille assez traditionnelle. Ils sont de confession musulmane. Elle n'est pas pratiquante, mais quand même son père, ses oncles et tout. Enfin, ils ont cette culture que c'est l'homme qui prend soin, c'est le provide, c'est celui qui s'occupe de la famille. Ok? Et lui, il a ce côté très 50-50, chacun paie sa part, euh, individualiste presque, hein. Et voilà, genre pour lui, c'est ça, l'égalité, chacun prend 50-50. Moi, je suis d'accord avec aucun de ces trucs, je vous dis juste pour que vous sachiez. Moi, je suis pour l'équité, pour que il y ait une certaine équité. Et donc, 50-50, si il gagnait beaucoup plus qu'elle, ça ferait pas sens. Parce que du coup, vous avez un style de vie qui va ne pas peser la balance pour l'un et vraiment tuer les finances de l'autre. C'est pas juste. Et donc, pour moi, c'est l'équité. On contribue à proportion de nos revenus. Et je crois que dans la loi, c'est comme ça. Mais je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays. Pour moi, je suis pour l'équité. On contribue à proportion de nos revenus. Pas parce que mon mec gagne plus que moi qu'il doit tout payer, mais il peut contribuer un peu plus et je contribue un peu moins et vice-versa. Ça, c'est ma position perso. Mais je pense pas que c'est celle de Tom. Parce que si c'était celle de Tom, j'aurais trouvé ça assez raisonnable. Mais 50-50, je trouve pas que c'est juste. Je trouve que... Voilà. Mais là où je comprends celle de la position de Nadia aussi, c'est qu'elle disait, par exemple, si j'ai des enfants et tout, j'ai besoin de savoir que tu provides. C'est que pour avoir un enfant maintenant, t'as besoin de savoir ton gars est généreux. Si t'es dans une relation hétérosexuelle. Et pour le voir avec mes clientes aussi, c'est pas une question de genre, mais c'est vraiment une question de d'équité, de d'énergie mise. Quand tu portes un enfant et que tu en occupes,
Il y a aucune façon que ce soit équitable avec l'homme. Mais quand je vous... Enfin, tu voudrais, hein, mais c'est pas possible. Parce que l'impact que ça a sur ton corps, sur tes émotions, mais sur tout ce que tu vis, et quand l'enfant naît, très souvent, alors si tu allaites, laisse tomber, l'équité, tu peux mettre à la poubelle, il n'y a pas. C'est surtout la mère qui s'en occupe, etc. Tu as besoin d'avoir en face quelqu'un de généreux. Parce que c'est trop, sinon. C'est juste trop. Et la plupart de mes clientes qui en ont marre de leur mec, je vous dis très sincèrement, c'est parce que les gars, ils sont pas assez généreux. Parce qu'en fait, elles ont l'impression de tellement donner déjà en ayant porté les enfants, en élevant les enfants dans la petite enfance. Souvent, en plus, elles font les tâches ménagères, elles font à manger, elles ont une charge mentale énorme. Et en face, s'il n'y a pas cette générosité-là, franchement, ça les fait chier, quoi. Et donc, c'est même pas une question de genre, c'est une question de rôle, enfin, littéral dans la société, parce que si c'était l'inverse, je pense qu'on aurait le même problème. Et en fait, moi, c'est un peu ce que j'ai lu dans l'histoire de Nadia, c'était que Tom, il a pas l'air d'être un gars généreux. Je vais vous dire direct, ça a pas l'air d'être un gars généreux. J'ai l'impression que ça va au-delà du 50-50. Il a l'air un peu pingre. Après, Nadia, elle a des défauts aussi. Par exemple, à un moment, j'ai pas compris. Il dit que ils ont mangé dehors. Elle a proposé de payer. Il a dit OK. Elle a été vexée qu'il insiste pas de payer. Et ça, j'ai dit, en même temps, meuf, t'as demandé de payer. Paye. Pourquoi tu dis ça? Mais par contre, à un moment, elle donne l'exemple d'une glace. C'était leur premier rendez-vous. Ils sont sortis et je sais pas, ils ont pris une glace et c'est genre Tom ne lui a pas payé sa glace en fait. Et en fait, j'aime pas. Enfin, je veux dire, et je le dis pas d'un point de vue, je suis très féministe pourtant, hein, mais j'aime pas parce que ça me donne pas le signal que tu vas prendre soin de moi, alors que c'est sûr à 100% que moi je vais prendre soin de toi. C'est là où en sont les femmes aujourd'hui. C'est ça le truc que moi je comprends de plus en plus. C'est que cette espèce de truc de les mecs payent pour les meufs, de l'extérieur, on se dit, ok, non, c'est abusé, enfin, voilà, il n'y a pas de sens. En fait, si tu prends en compte le fait que dans sa culture, c'est lié au fait de fonder une famille, parce qu'elle le dit, hein, c'est par rapport au fait d'avoir des enfants et tout, inconsciemment, tu repères si ce gars-là va prendre soin de toi, en fait. Et si vous allez acheter une glace et le gars, il dit chacun paie sa glace, il t'envoie pas le bon signal. Il t'envoie pas le bon signal. Il t'envoie pas le signal de je vais prendre soin de toi dans des circonstances où tu auras besoin de moi. Ça veut pas dire qu'il va pas le faire. Mais pour moi, en fait, perso, moi, comme je disais, je suis pour l'équité, pas forcément l'égalité à 50-50, et j'ai clairement pas besoin qu'un mec provide pour moi financièrement. Par contre, j'ai besoin qu'il soit généreux, et je pense qu'on est très nombreuses à avoir besoin de cette générosité-là, parce qu'on l'est très souvent, très naturellement. Et Et pour moi, c'est... Ouais, il m'a l'air pingre, en fait. Je suis désolée. Mais bon, c'est pas mon gars. De toute façon, tout ça pour dire que ça ne, je pense, pourra pas marcher entre eux. Parce que c'est des visions trop opposées. Je vois pas le chemin du milieu. À part l'équité, comme je vous disais, qui est un chemin du milieu, mais qui au fond ne correspond à aucun des deux. C'est-à-dire que elle voudrait qu'il paye, qu'il provide, qu'il vraiment il s'assure de payer des choses, et lui, il veut 50-50. Mais je sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres conversations qu'ils doivent avoir, peut-être qu'il y a des choses à clarifier, mais j'ai l'impression que c'est plus une histoire d'état d'esprit, de culturel. Elle veut qu'on prenne soin d'elle. C'est ce que j'ai compris. Elle a pas besoin que tu payes tout parce qu'elle a un travail. Je pense pas que c'est quelqu'un qui soit à ce stade de il doit tout payer. Mais elle doit avoir la sensation que tu vas prendre soin d'elle. Notamment, tu donnes ce signal-là au tout début quand vous sortez ensemble. Si au tout début tu payes pas pour les dîners, etc., elle se dit que bah, tu vas pas payer pour la suite. Peut-être qu'elle serait prête à faire 50-50, mais un peu plus tard. Je sais pas. On n'a pas assez d'infos pour ça. En tout cas, pour moi, cette incompatibilité-là par rapport à l'argent, c'est chaud. C'est chaud. À part à trouver un point commun, ça demande beaucoup de croissance personnelle des deux côtés, hein. Je sais même pas comment ils vont s'en sortir. On a fait le tour des couples et franchement, je suis très satisfaite d'avoir pu regarder une saison comme ça où enfin il y a des gens, on peut parler d'autre chose que du drama de l'extrême, quoi. Donc c'était bien. Ouais, je peux récapituler un petit peu les grandes choses que moi je retiens de cette saison. Pour moi, il y a trois grands facteurs de compatibilité. Vraiment où tu te dis c'est dead. Un, c'est si on veut des enfants ou pas. Genre vraiment, je pense que ça c'est un tri. On peut pas trop négocier dessus, sauf si l'un des deux est prêt à y penser, un peu comme Sabrina et Steven. Deux, l'attirance physique ou l'alchimie physique. Si c'est pas là, c'est cuit. Ils ont beau dire que Love is blind et on s'en fout du physique.
Non, il faut quand même qu'il y ait une alchimie. Et 3, c'est les valeurs en général de style de vie et de la façon dont on dépense de l'argent. Ça, c'est des conversations à avoir hyper tôt. Si vous avez des goûts de luxe, il vous faut quelqu'un qui a des goûts de luxe, sinon c'est compliqué. Et si c'est important pour vous de faire 50-50, il faut trouver quelqu'un qui est d'accord avec ça. Mais moi, je dirais que il faut juste avoir la même vision de la vie, quoi. Il faut avoir une vision qui est similaire et être d'accord sur certaines choses. Je pense qu'il faut avoir une générosité de base quand on est en couple quand même. Je suis pas pour le 50-50, à outrance non plus, ça dépend. Heu, je trouve qu'une fois qu'on est en couple, c'est beaucoup plus fluide que ça. Mais ça, c'est une conversation pour une autre fois, le rapport à l'argent et tout ça. Mais ouais, je pense que les enfants, la compatibilité sexuelle, l'alchimie sexuelle et l'argent, c'est 3 points très, très importants. L'autre chose qu'on retient de tout ce que j'ai dit, c'est que c'est OK d'avoir des insécurités, c'est OK d'avoir des doutes, c'est OK d'avoir des traumas, mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quelle responsabilité je prends par rapport à comment je réagis, quoi? Qu'est-ce que je choisis? Parce que j'ai toujours le choix. Même s'il y a certaines choses qui nous sont arrivées, même s'il y a des choses qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, on a toujours le choix de ne pas projeter ça sur l'autre personne. On a toujours le choix de se dire ça m'appartient et je vais faire le boulot pour que ça fasse pas du mal autour de moi. Et je pense que ça c'est vraiment important. Et si vous écoutez ce podcast et que vous l'écoutez pour votre rapport à la sexualité, aux relations et que vous pensez que vous avez du trauma, une première étape c'est de se dire OK, j'observe comment je me comporte. Est-ce que je me comporte d'une façon dont je suis fière, qui me plaît? Est-ce que je me comporte d'une façon qui me fait du bien et qui fait du bien aux autres autour de moi? Et si c'est pas le cas, ben, j'ai le choix. J'ai le choix de m'observer, de transformer les choses, soit, en faisant de la thérapie, soit même en parlant à des amis, en ayant des échanges, des réflexions où je m'observe, soit en prenant un journal et on commence à écrire, voilà, ce que j'observe de moi, soit vous pouvez rejoindre mon programme Sacrée Sexualité si votre objectif, c'est d'avoir une belle sexualité. Si c'est là parce qu'on fait un énorme travail sur les traumas qui affectent la sexualité, c'est ça ma spécialité. Voilà, mais en tout cas, sachez que dans tous les cas, vous avez le choix. Vous avez le choix, vous avez la possibilité. Et voilà, donc après cet épisode, je vais aller regarder La Réunion, ça va être marrant. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai trouvé ça fun et j'adorerais savoir si, ouais, si vous avez envie, que je fasse d'autres épisodes sur ça, sur ce genre de contenu, que ce soit des comédies romantiques, des séries ou de la télé-réalité, vous me dites et je fais. Parce que moi, je trouve ça marrant, je trouve que c'est intéressant, d'analyser un peu comme ça, sachant que c'est du divertissement, comme je vous dis. On ne connaît pas vraiment ces gens, on ne sait pas tout, mais avec ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on peut apprendre et comment ça peut nous aider à grandir dans nos relations à nous. Voilà, merci à vous d'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!